Je vais inviter les intervenants de cette table ronde à rejoindre Margot Pellegrino qui va donc modérer la table ronde. Margot qui est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel, Lab Urba, qui connaît bien ces problématiques leur site et donc qui était toute désignée pour animer la table ronde. Donc Sébastien Delpont, cofondateur et président de Resort, directeur Énergie Spong France, qui doit être dans la salle. Non. Zita Floré, l'agence René Ched Architectes, si tu veux bien nous rejoindre. Benoît Rougelot, Land Fabrique, Mirko Tardio, Juric Tardio, architecte et patrimoine, ainsi que Stéphane Tous, Immobilière 3F. Je vais chercher Sébastien Delpont, du coup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'animer cette table ronde autour de leur site, qui s'intitule « Leur site est-il une solution pour rénover un milieu occupé ?» Comme Myriam l'a expliqué, je suis ancien chercheur à l'université Gustave Eiffel et je m'intéresse depuis quelques années à leur site, notamment à la rénovation hors site. Nous avons aujourd'hui, pour discuter de ces sujets, 5 intervenants. Sébastien Delpont, j'imagine, nous rejoindra bientôt. L'objectif de cette table ronde est d'aborder 3 points principalement. Donc on commencera par un tour de table rapide où chaque intervenant, chaque intervenante présentera en quelques minutes un projet significatif dans lequel il a été impliqué, investi à hors site. Et puis, on aura 3 tours de table. Le premier concernera les apprentissages, les retours d'expérience que ces acteurs ont pu avoir à partir de quelques projets aussi dans lesquels ils ont pu être impliqués. Donc, l'idée est de faire émerger les opportunités, mais aussi les défis qui ont été identifiés dans ces premiers projets. Un deuxième tour de table concernera les évolutions qu'on peut voir venir, ce qui manque encore, quelles sont les pièces manquantes de ce puzzle de la rénovation hors site, qu'est-ce qui manque pour que ça puisse prendre de l'ampleur. On reviendra sur des sujets comme les prix, le volume, la massification, l'industrialisation. On est aujourd'hui à presque 10 ans des premières opérations pilotes dans les Hauts-de-France, donc on a beaucoup appris. Beaucoup a évolué aussi, mais beaucoup reste encore à faire. Donc, ce sont des sujets qu'on abordera. Et puis, un troisième tour de prise de parole sur des questions spécifiques que je poserai à chacun des intervenants. Donc, j'ai l'ingrate tâche de faire aussi respecter le temps de parole. Donc, je demande à tous les intervenants de respecter les 3 minutes par tour de table qu'on s'est donné. Et je commence tout de suite par Sébastien Delpont. Vous avez le micro. Voilà. Que tout le monde connaît, j'imagine, mais qui nous dira quelques mots à partir de ces expériences importantes à nos sites. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Sébastien Delpont. Je suis fondateur de Ressort, qui est une entreprise sociale et solidaire qui accompagne des projets de collaboration multi-acteurs dans la chaîne de valeur du logement pour faire plus durable et moins cher. On travaille beaucoup sur ces questions de massification de la rénovation en explorant différents leviers qui vont permettre, parce qu'on travaille en collectif, d'appuyer ça. Et ce défi du site occupé, c'est un défi majeur quand on doit tripler, quadrupler, quintupler selon la police ou les manifestants le nombre de rénovations engagées dans les années à venir. On est très en deçà des rythmes de rénovation qui sont en tout cas à effectuer, qu'on soit dans le parc social ou privé, même si le social est plutôt en avance. Et on voit bien qu'il y a des défis clés à relever là-dessus. Donc que ça soit la solution unique, avoir des taux de hors-site qui augmentent dans les opérations. Ça sera notamment un des leviers, plutôt que de trouver miraculeusement 4 fois plus de compagnons pour mettre en œuvre les chantiers. Et de plus en plus, voilà, ça a aussi des vertus en termes d'utilisation de matériaux biosourcés. Et puis c'est vrai qu'il y a des questions d'indignation sociale. Est-ce qu'on attend 110 ans pour sortir les gens de la précarité énergétique? Au rythme actuel, c'est un peu le rythme dans lequel on va. Donc on voit bien qu'il y a besoin de changer en tout cas d'approche pour changer de rythme. Et c'est un levier qui nous semble clé et précieux.
Et on ne travaille pas seul, au-delà des collectifs d'acteurs, qui soient maîtres d'ouvrage, architectes, entreprises ou industriels, avec lesquels on peut travailler à développer des communs, des outils de coopération open source, comme le jeu auquel certains ont pu jouer là, à l'instant. On travaille aussi beaucoup dans des cadres européens, parce qu'effectivement, avoir 4 murs et un toit, c'est aussi des problématiques qu'ont les Italiens, les Allemands, les Autrichiens. Voilà, il y a des gens, beaucoup de géographie européenne, donc c'est un défi. Et on est ravis aussi d'aider à créer des passerelles entre les pays sur ces pratiques et ces modes de faire. Quand bien même, voilà, le cadre réglementaire et fiscal français n'est pas celui de l'Allemagne, qui n'est pas celui des Pays-Bas, qui n'est pas celui de l'Espagne. Mais on pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer pour bâtir ce type de coopération. Voilà qui je suis et ce que nous faisons. Oui, donc là, je laisse la parole à Monsieur Tardieu et Monsieur Tous. Oui, c'est la raison pour laquelle ils interviennent ensemble, parce qu'ils sont... Oui, on va se parler. Voilà. Bon, nous, on vous présente un projet qu'on a fait ensemble avec I3F. C'est un bâtiment un patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine ordinaire, ce qu'on nous trouve un peu de partout, de la même manière, en quasiment toute la France et ailleurs aussi parfois. Nous, qui viennent d'une autre époque de leur site, quand leur site était du béton, des panneaux de sandwich préfabriqués, des matériaux pas très responsables et qu'on hérite aujourd'hui, qui sont devenus des passoires thermiques et qu'il va falloir remettre un peu au goût du jour. Donc on a voulu expérimenter un autre procédé un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire en vêture, en ITE, enduit sous isolant, parce qu'on est très souvent en site occupé. Donc travailler en site occupé, c'est très compliqué parce qu'il faut rentrer chez les gens et la performance du bâtiment il dépend en fait de cette enveloppe qui va être touchée de manière assez forte. Donc dans le traditionnel, on est très interventionniste. En fait, on reste beaucoup sur le site, on fait beaucoup de trous, c'est humide. Donc en fait, on a dit peut-être il y a un autre procédé qui vient d'un travail qu'on fait en agence sur la recherche de leur site comme un nouveau système constructif alternatif, rapide et biosourcé qu'on a utilisé pour le neuf et qu'on a dit ça peut fonctionner aussi pour l'AREA. Le contexte, je te laisse un peu du coup. Quelques mots rapides concernant le contexte. Comme vous le savez, d'ailleurs, je ne pense pas... qui ne connaît pas ce projet dans la salle? Parce que c'est un projet qui a quand même été beaucoup publié, communiqué. Donc on est effectivement sur la commune de Thiais, au sein du Val-de-Marne. C'est un patrimoine des années 64 précisément, 176 logements répartis sur 6 bâtiments et 19 cages d'escalier. Concernant ce projet de réhabilitation thermique en milieu occupé, effectivement, qui traite du hors-site, ce projet a été innovant à plusieurs façons, notamment sur le déroulé des études. Je vais expliquer effectivement que les études LOAMOP ont été réalisées jusqu'à la phase APS-APD. À l'APS, Mirko Tardieu est venu voir la maîtrise d'ouvrage en disant que sur les éléments modulaires de façade, c'était un sujet innovant et qu'effectivement, il fallait s'entourer de sachants. Et sur ce principe, donc, Immobilière 3F a lancé une consultation d'appel d'offres travaux sur la base d'un DCE APD. Il n'y a pas eu de prod réalisé. Donc, on a lancé la consultation sur un APD, à la fois sur des travaux intérieurs logements et sur ces éléments modulaires préfabriqués de façade, bien entendu. Et ce qui a permis, en effet, de pouvoir échanger avec les entreprises dans le cadre d'une procédure restreinte formalisée. Donc ça nous a permis de négocier avec les entreprises et d'ajuster le projet sur ce principe pour fiabiliser notamment les solutions techniques. Et concernant cet élément de mission, le projet, pourquoi je parlais de co-conception, c'est qu'en effet, cette phase, cet élément de mission, a été réalisé en temps masqué pendant la période de préparation de chantier entre la maîtrise d'œuvre, donc Mirko Tardieu et ses équipes, et également l'entreprise retenue, GCC, avec un bureau d'études spécialisé en façade qui est In Situa. Donc on a gagné pas mal de temps, notamment entre les études et la période de préparation de chantier, puisqu'il y a eu un temps masqué sur l'élément de mission projet qui a été réalisé sur ce principe. Pendant qu'on a eu cette réalisation de préparation de chantier qui était un petit peu plus longue que d'habitude,
On a pu également démarrer les travaux intérieurs logements. C'est vrai que les façades n'ont pas démarré tout de suite. En revanche, les habitants nous ont vu arriver. Travaux intérieurs, électricité, plomberie, également dans les parties communes. Et une fois que le pro a été validé, il y a eu effectivement aussi un témoin de façade de réaliser. On est allé le voir à l'usine. Et quelques semaines après, il est arrivé sur site. Et le chantier de façade a pu démarrer une fois les travaux intérieurs logements réalisés. Donc tout s'est vraiment enchaîné de manière concomitante et n'a pas créé de perturbation, en tous les cas, par rapport à l'ensemble des habitants qui vivaient, bien entendu, dans nos logements. Voilà. Autre sujet, c'est un sujet qui était notamment qui a fait part de décarbonation et d'emploi de matériaux biosourcés autant que possible, puisque, comme le rappelait Mirko, on est sur une façade à ossature bois, de la ouate de cellulose pour l'isolation et des menuiseries chênes de nos forêts françaises. Voilà. Le parement métal, je le laisserai Mirko tout à l'heure en parler un peu mieux, puisqu'effectivement, c'est pas un parement bois, c'est un choix architectural qui fonctionne très bien. C'est un matériau qui réagit différemment à la lumière et quand on est effectivement aussi dans la pénombre. Et aujourd'hui, on est très content du résultat côté Immobilière 3F, puisque les 176 logements ont été réalisés en temps record, 18 mois de travaux, avec un label BBC d'une part, et d'autre part, donc le prix de la construction bois Île-de-France sur l'année 2025. Et 4 mois pour les façades, puisqu'en effet, il y a eu 570 modules de posés entre le 15 janvier 2024 et 15 mai 2024. Voilà. Donc une intervention record sur les façades, même si bien entendu après, il convient de rentrer dans les logements, déposer les menuiseries, de faire les raccords qui vont bien. Mais il est vrai que ça a été géré d'une main de maître de la part de tout le monde et l'opération était une réussite sur toutes les dimensions. Merci. Je laisse la parole à Zita. Alors, donc, moi j'interviens pour l'agence Fleury-Scheider Architecture qui en fait a une longue histoire d'architecture hors site. Le premier bâtiment hors site qu'on a livré, c'était en 2016. En haut à gauche, c'est à Trappes. C'était un bâtiment... c'était des travaux en conception-réalisation avec Brésillon. Et ce bâtiment-là, c'était non seulement le premier en hors site, mais aussi notre premier en FOB, parce qu'on a réalisé un paquet depuis, donc plus de 800 en tout, et un bâtiment universitaire en bas à gauche. Donc voilà, ça c'était le premier qui a atteint les performances Passive House, mais pour l'ARIA, donc label Enerfit. Donc là, tout en FOB, bardage bois en mélèze, pressaturé gris. On allait prendre des photos il y a 10 jours, ça fait 10 ans, et en fait la façade bois n'a pas bougé du tout. Contrairement à... Alors il y a un autre bâtiment qui se trouve derrière, qui a été fait en enduit, pas du tout en hors site. Et lui, pour le coup, le temps et les coulures lui ont donné un autre aspect. Et donc voilà, c'était le premier. Et puis depuis quelques années, on a gagné 2 concours, MACH 4 et MACH 5, qui sont des marchés d'achat mutualisés entre plusieurs bailleurs dans des zones... alors là, c'est les Pays de la Loire. Donc Georges Gauthier en haut à droite. Donc ça, c'est de la FOB jusqu'à 28 mètres. Tout ce qui est au-dessus de 28 mètres, on l'a fait en traditionnel parce que à l'époque, c'était pour des questions feu, on ne pouvait pas le faire en FOB. Aujourd'hui, on peut jusqu'à 50 mètres, mais pas en bardage bois. Voilà. Donc, et donc, comme je vous disais, donc on a le premier ERP, enfin bâtiment tertiaire en Europe avec la démarche Energy Sprong, en bas à gauche, l'Université Paris 8, et en bas à droite, Moulin du Bois qui a gagné 3 prix l'an dernier, dont le prix construction bois pour la réhab de logement, et puis le prix hors site pour la réhab de logement aussi. Voilà. Et alors la particularité de celui en bas à droite, Moulin du Bois, c'est qu'on a aussi fait les balcons en hors site, et on a grâce à ça doublé la surface de balcon des habitants. Et c'est le seul bâtiment avec une façade bois dans son grand ensemble
Voilà, et les habitants se le sont appropriés, ils apprécient beaucoup ils ont l'impression d'habiter un nouveau bâtiment et pas du tout leur ancien bâtiment. J'ai pas de photo de l'existant là, mais voilà, c'était pas terrible. Et dernière prise de parole pour présentation de projet, Monsieur Rougelot. Bonjour. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on a une micro-agence toujours depuis 20 ans, d'architecture de paysage. Je cherchais en fait comment construire sans tout ce qui est techno-industriel pétrochimique, donc qui est quand même le 95%, je ne sais pas, peut-être à l'époque c'était 99% de la production, et depuis le bois a gagné des parts, donc on arrive à 95, peut-être 90% de pétrochimie. Et je suis tombé dans la paille et c'était super. Donc on a un peu essayé plein de trucs en construction paille, différentes techniques. Et assez dernièrement, on a plutôt basculé sur la rénovation en paille, qui n'est pas encore dans les règles professionnelles. J'ai les règles professionnelles ici qui valent pour la construction et par extension pour l'ITE. Et du coup, là, je vous présente le Sarco-paille de Sarcelles, qui fait pour... peut-être qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas connu Tchernobyl, mais bon, à l'époque de Tchernobyl, il y a eu un sarcophage en béton qui a englobé, sans toucher la structure de cette centrale nucléaire qui a explosé. Donc le principe était le même ici. On est intervenu sur un bâtiment, une boîte à chaussures typique de zone industrielle ou zone artisanale. Donc c'est aussi l'intérêt de la chose, c'est dire que des bâtiments comme ça, il y en a des milliers, voire des millions en France, qui sont faits avec de la pétrochimie, du panneau sandwich, avec une ossature métallique optimisée, c'est-à-dire qu'elle ne peut porter qu'elle-même. D'où l'idée de faire un sarcophage en bois et isolé avec des caissons en bois et paille. Et pour le coup, là, on était en zone en site occupé. Donc c'est les ateliers de fabrication des décors de la Comédie Française. Donc il y a tous les jours des camions qui viennent et qui ramènent des décors de Sarcelles jusqu'à Richelieu. Autant dire que c'était un site très très occupé et utilisé parce que les gens travaillaient dedans. Et c'est pour ça que la solution, moi je ne suis pas un dogmatique du hors-site, c'est-à-dire qu'on a des projets qui ne sont pas en hors-site, et après il faudra voir la définition du hors-site, puisqu'on peut faire des balcons hors-site. Je ne sais pas, ça fera peut-être partie de la table ronde. Après, qu'est-ce qui est hors-site, qu'est-ce qui n'est pas hors-site, et un petit exercice de sémantique sur la massification, l'industrialisation, qui ne sont pas forcément des gros mots, mais des fois oui. Et en l'occurrence, là, on a eu une réponse hors site parce que temps d'intervention sur chantier très contraint. Les ateliers, cette année-là, ont fermé exceptionnellement pendant 2 mois et ils ont accepté les ouvriers aussi le reste du temps. Mais on avait une phase qui était un peu invasive, donc on a dû les mettre au chômage pendant 2 mois. Pour fabriquer des caissons qui ont été fabriqués dans le Morvan, parce qu'il y a un charpentier du Morvan qui a pu préfabriquer des caissons et on voit là, sur la photo on voit l'axonométrie générale, on voit en jaune c'est le sarcopaille, et on voit la maîtrise d'ouvrage là, qui est en train de poser une botte de paille accompagnée par le charpentier, donc c'est la première photo en bas. Les caissons qui arrivent, donc ils sont montés sur des ossatures bois qui viennent renforcer le métal. Et après, l'aspect fini, donc une fois des bureaux et des grands modules. Voilà. Gardez le microphone parce que c'est à nouveau à vous de reprendre avec le premier tour de questions. Donc, on a vu un certain nombre de projets et d'initiatives qui ont été lancées par les différents intervenants. Donc là, dans ce premier tour de questions, c'est pour laisser la place aux apprentissages. Donc, qu'est-ce que le recours à leur site, notamment dans un contexte de rénovation en milieu occupé, alors qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Quel retour d'expérience vous avez? Qu'est-ce qui a très bien marché? Qu'est-ce qui vous a laissé absolument satisfait? Qu'est-ce que vous voudriez reproduire, par exemple, dans un nouveau projet?
Et au contraire, qu'est-ce qui a posé difficulté? J'imagine que voilà, il y avait plein de contextes et des situations inhabituelles, tout aussi bien hors site, mais aussi in situ, parce qu'on appelle ça rénovation hors site, mais on n'oublie pas quand même qu'après, au bout d'un moment, il faut arriver sur le chantier, sur le projet. Donc, il y a la réalité du bâtiment qui est devant nous, avec nos éléments qui ont été préfabriqués, imaginés. Il faut arriver à faire fusionner, à assembler ces éléments. Qu'est-ce qui s'est passé hors site? Est-ce que tout s'est passé comme vous aviez prévu? Et voilà, quelles sont les principales difficultés que vous avez pu rencontrer? Monsieur Rogelot. Du coup, c'est à moi de reprendre. Moi, sur un chantier, ça ne se passe jamais comme ce qu'on avait tout imaginé. On a eu un peu de retard sur le chantier. Après, c'est pas forcément dû que sur la partie hors site, parce qu'il y avait une rénovation un peu générale, énergétique intérieure aussi. On a eu des surprises. C'est peut-être la question, elle n'est pas forcément liée au hors site, mais plutôt au contexte de la réhabilitation, dans lequel on a eu une grosse surprise d'amiante qu'on a pris en compte à partir du moment où on a commencé à démonter et on a découvert des trucs. Il y avait eu un diagnostic amiante qui avait été fait, mais de façon un peu trop légère, on va dire. Donc si c'était à refaire, je le referais. Après, on essaye on fait jamais deux fois le même truc. Chaque projet est différent. Donc une fois qu'on a fait ça, on aime bien passer à autre chose. Après, moi, j'aime bien ce projet parce que, et c'est un peu la volonté aussi de la maîtrise d'ouvrage qui est en fait sous tutelle de l'État, c'est le ministère de la Culture. Et je pense que c'est bien que le ministère de la Culture montre l'exemple en rénovant, parce qu'ils sont soumis au décret tertiaire. On est allé évidemment on est allé au décret tertiaire 2050. On a dit tant qu'à faire de faire des travaux, autant y aller à fond. Avec 22 cm de paille, ça suffit. Et d'un bon système de ventilation naturelle, évidemment. C'est plutôt l'idée que... je vais dire ce qui était assez joyeux. À la fin du chantier, il y a le voisin qui... C'est dans une zone industrielle, il n'y a que des bâtiments comme ça en métal. Hein. Vous connaissez tous les entrées de ville, les trucs assez affreux là, qui sont non seulement des passoires et des bouilloires thermiques, mais qui sont aussi esthétiquement quand même pas très jojo. Le voisin, qui a le même type de bâtiment, je crois qu'il casse des pneus ou des voitures, et à la fin du chantier, il a dit je voudrais la même chose. Et ça, en fait, c'est une joie immense de dire que quelqu'un qui n'est pas forcément sensibilisé ni à l'architecture, ni à la crise climatique, ce que lui, il a un intérêt, c'est de récupérer des pare-brises et des pneus de camions, de voitures, il soit sensibilisé, il soit ému par ce nouveau bâtiment qui a un aspect totalement différent et qui comprend en fait les enjeux aussi que ça a apporté esthétique et énergétique. Parce qu'on a divisé évidemment la facture largement de chauffage et d'électricité. Donc que ça fasse exemple dans ce sens-là et qu'il y a des milliers de bâtiments comme ça, moi je dis allez-y. C'est-à-dire que on peut le faire, c'est facile à faire, même s'il n'y a pas les règles pro, c'est façade ossature bois, donc il y a un DTU, l'isolation paille et les sous-décennales depuis plus de 15 ans, grâce aux règles pro, donc allez-y. Allez-y, allez-y. Et vous, en tant qu'architecte, quel serait le principal apprentissage que vous retenez de ce projet par rapport à votre pratique, à votre façon de faire l'architecture, de concevoir? Je vais encore esquiver la question. Non, mon seul regret, c'est qu'on ait dû faire appel à un charpentier du Morvan. C'est-à-dire qu'on l'aurait fait avec un charpentier francilien, ça aurait été encore mieux. Donc voilà, il y a eu quelques kilomètres, il y a eu 2 heures de camion pour les préfats, donc c'est de l'empreinte carbone malheureux, mais nécessaire dans le cadre où aujourd'hui faire ça en France, c'est quand même un peu, il n'y a pas moult entreprises qui sont capables de le faire de cette façon. Mais dans 2-3 ans, j'imagine que les entreprises elles sont assez réactives et je sais qu'il y a plein de charpentiers depuis qui se mettent à la préfabrication en paille. Donc j'espère que le marché est mûr pour qu'il y ait des entreprises franciliennes et des bâtiments comme ça en Ile-de-France, il y en a pléthore. Donc maîtrise d'ouvrage, allez-y. Les charpentiers, ils attendent que ça de faire ça. Monsieur Tardio, monsieur Tous. Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'était qu'il y a un véritable décalage entre ce qu'on peut innover dans la conception et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire
sans s'attaquer comme un chien à un mollet de quelqu'un. Parce qu'en fait, on n'a pas arrêté par tout le chantier d'enfoncer des portes à coups d'épaule qui pouvaient être déverrouillées bien avant si il y a une véritable bonne volonté autour de leur site. Parce qu'en fait, en réalité, on n'invente rien. C'est-à-dire que leur site existait, il a toujours existé, ça fait 30 ans, 20 ans que tout le monde en fait, seulement qu'il n'est pas industrialisé systématiquement et qui rentre systématiquement dans des règles, dans des réglementations qui existent déjà, d'autres ouvrages qui ne sont pas en leur site. Donc, par exemple, là, on en était dans des façades, dans des TU de façade bois, donc qui normalement ne devrait pas être appliqué ici parce qu'il y a quand même une façade béton derrière, donc en fait qui existe déjà, qui est la vraie peau du bâtiment. On vient d'en ajouter une isolation, certes elle est dans une ossature bois, mais on n'est pas dans une façade bois. Donc ni dans une FOB, ni dans une MOB, qui traditionnellement c'est des réglementations qui étaient faites par des bâtiments où il n'y a qu'une seule façade. Donc, on se cogne des bureaux de contrôle qui, en fait, n'ont pas les outils pour pouvoir contrôler. Il y a des retours. Non, c'est moi. Qui ne savent pas contrôler des ouvrages parce qu'ils n'ont pas la réglementation qui va avec. Donc, il y a depuis 2 ans la filière hors site qui essaie de faire un peu un travail là-dedans, mais ça serait bien qu'elle se canalise aussi sur la réglementation plus que sur la promotion de leur site en soi. Parce qu'en fait, après, les techniciens derrière, ils savent faire. Mais la réglementation, en fait, ne me permet pas de faire ça tranquillement et de profiter du bonheur de travailler avec des modules qui arrivent déjà préfabriqués, qui n'ont pas de réserve, qui ont la qualité automobile dans le bâtiment, qui est rare parce qu'on travaille à plat dans des zones chauffées avec des compagnons qui sont dans de bonnes conditions, certes un peu loin du site parfois, mais il faut bien que les machines soient vraiment au bon endroit. On a un fabricant qui est plutôt, que je peux citer, qui est Cibois, qui nous a accompagnés, qui vient de la filière en menuiserie, donc des fenêtres, qui sont déjà industrialisées depuis un certain temps, bien que ce soit sur mesure, qui est hyper important. Donc de venir à faire des murs ossature bois autour de leurs fenêtres, c'était quasiment naturel, et ils avaient la structure aussi, la filière peut pouvoir le faire. Bon, mais il reste des cas isolés. Alors, de plus en plus, il y en a qui se collent un petit peu, mais on n'a pas non plus, nous, un énorme choix. Donc, on doit faire avec les 2-3 fabricants qui existent, qui sont dans des réglementations qui ne sont pas adaptées, qui aussi se battent pour avoir des avis techniques, qui, dès qu'on change une vis, et on a eu le cas dans notre bâtiment, c'est qu'on a mis des couvre-jours en bois, et ça y est, le bâtiment était inflammable, tout d'un coup. C'est-à-dire que ça y est, les incendies passaient d'un étage à l'autre, comment rien dire, par un petit assaut qui faisait 10 cm de large. On a dû se battre avec des tests au feu, avec des lance-flammes, enfin, je vous passe. Donc, je pense que c'est ça aujourd'hui que je retiens, c'est que faire des genres de projets qui sont en hors site aujourd'hui relève encore un peu du défi. En fait, que ça devrait être quelque chose de courant. Parce qu'il y a plein d'avantages, comme le bonheur des habitants qui n'ont pas eu 100 trous par mètre carré d'isolant, qu'on n'est pas rentré chez eux tout de suite, qu'ils ont leur bâtiment 5 mois à changer de tête, qu'on peut faire plein d'architectures différentes parce qu'on est en sur mesure, parce que c'est hyper bien fini. Enfin, voilà, et ça, on parlera du prix peut-être dans une autre question, mais voilà, il y a tout ça qu'aujourd'hui on retient. Juste pour compléter les propos de Mirko, notamment en tant que maître d'ouvrage et par rapport au milieu occupé et en particulier sur nos habitants, il est vrai que le hors-site, c'est une vraie force, puisque globalement, en termes de nuisances, il y en a très peu pour nos locataires par rapport à un chantier classique et conventionnel, puisqu'il y a quelques éléments qui sont fixés en façade, mais beaucoup moins que si on était sur un chantier traditionnel. Donc en termes de prix, ça n'a rien à voir, quoi. C'est totalement supportable, j'ai envie de dire. On n'a eu aucune remontée de la part des habitants sur ce principe. Absence d'échafaudage aussi, par ailleurs. Alors, on est sur des petits bâtiments à R+4, donc effectivement, ça joue aussi. Mais c'est vrai que sur le côté nuisance, vraiment, ça a été très, très bien géré sur ce principe et c'est assez souple. Voilà. Sur le délai, comme l'a rappelé Mirko, en 4 mois, tous les modules ont été posés. 570, l'image du bâtiment a changé.
par rapport à un chantier classique. Si on était parti sur un enduit sur isolant, à minima, on était sur un délai de 12 mois. Là, en 4 mois, indépendamment des finitions intérieures, bien entendu, on avait réalisé tous les travaux de façade. Donc c'est quand même assez exceptionnel. C'est un gain de temps et de nuisance aussi par rapport aux habitants. Donc ça, c'est hyper favorable. Et un sujet aussi qui est très important, notamment par rapport à la qualité du produit fini, dans la mesure où le produit, la préfabrication s'est industrialisée, quand ça arrive sur site, il y a 0 réserve. C'est juste à poser sur les façades et c'est impeccable, c'est tendu et c'est terminé. Voilà. Donc sur ce principe, effectivement, beaucoup d'avantages. Et je rejoindrai Mirko sur la partie contrôleur technique où en effet on a rencontré un petit sujet sur le couvre-joint bois qui a posé question. Au final, on a juste perdu 1 mois, mais c'est rentré dans le délai global, j'ai envie de dire, des 18 mois. Et peut-être juste une question plus spécifique à la phase avant-projet, donc la construction du cahier des charges, la sélection du groupement. Qu'est-ce qui a changé par rapport à un projet classique? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Les études ont été réalisées conformément aux éléments de mission loi MOP, diagnostic, esquisse, AVP, mais jusqu'à l'APD. Et on a effectivement, à la demande de Mirko Tardio, lancé l'appel d'offres travaux très en amont. Non pas parce qu'effectivement il y avait de la complicité sur les travaux intérieurs logement, on a l'habitude de faire et ça c'est pas le sujet, mais notamment sur la partie préfabrication, puisque tout le monde en parle. En revanche, il y a quand même de la technicité. L'idée c'est quand même d'aller au bout du projet, que ça fonctionne et que ça rentre dans les coûts aussi, bien entendu. Et que sur ce principe, il y a eu un DCE qui a été réalisé sur une phase APD, donc avec un principe constructif. Et on a justement, dans le cadre de cet appel d'offres travaux qui était supérieur au seuil européen, traité l'appel d'offres sur une procédure formalisée restreinte. Donc ça nous a permis effectivement d'avoir un stade candidature, d'une part, où on a sélectionné les candidats qui avaient les capacités, en tous les cas, à traiter notre opération hors site. Et une fois qu'on a réalisé la CAO, les candidats se sont vus recevoir le DCE. Ils ont répondu dans un délai raisonnable. Je crois que c'était plutôt 45 jours. Et une fois qu'on a eu les réponses, on a fait venir chacun des candidats autour de la table, conformément à une MAPA, une procédure classique. On négocie, on rencontre, on ajuste le projet à la marge et on s'assure qu'au final, tout fonctionne. C'est ce qu'on a fait. Et la particularité, c'est que l'élément de mission projet, lui, en tant que tel, a été réalisé pendant la période de préparation de chantier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en co-conception, maîtrise d'œuvre, entreprise. Et ça a permis de dérouler les choses de manière assez rapide, puisque pendant cette période prépa qui a été d'environ 6 mois, dès le départ, on a pu réaliser les travaux intérieurs logement. Donc tout s'est enchaîné conformément au planning. Vraiment, là-dessus, ça a été... j'aurais un projet à refaire. En tous les cas, ça a été une bonne impression et en tous les cas, une bonne dynamique pour dérouler le projet et partager en tous les cas entre la maîtrise d'œuvre et l'entreprise. Madame Fleuret. Qu'est-ce qu'on ferait différemment ou mieux ou moins bien? Je ne sais pas. En tout cas, les choses avancent. Là, l'un des projets que je vous ai présenté, on n'a pas pu faire de FOB au-delà de 28 mètres. Aujourd'hui, on peut. Donc, en fait, il faut continuer à se lancer dans ce type de projet-là et ne pas avoir peur. Alors si nous, on n'a répondu que à des projets en conception-réalisation sur ce type de marché hors site. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Je n'ai jamais fait en loi MOP avec un DCE avancé. En tout cas, en conception et réalisation, ce qui est intéressant, c'est qu'en phase APD, on est quasiment au pro, et puis après au pro, en fait, avec l'entreprise, on est en exé. Alors pour un archi, c'est quand même assez chouette de rentrer dans le détail à ce point et d'être rassuré du chantier. Parce que moi, j'ai pas fait mes études en France, j'ai fait mes études dans des pays où on ne fait pas d'exé en chantier, on fait l'exé avant. Et pour moi, c'est toujours un petit peu étrange de dessiner alors qu'on est déjà en train de préparer un chantier. Là, en préfabrication,
On peut se concentrer sur voilà, l'entreprise qui fait son travail et on peut l'accompagner au mieux dans une période un chantier, c'est compliqué, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir plein de choses qui dérapent. Et donc, voilà, l'avantage du hors-site, c'est que tout est vraiment maîtrisé au poil, enfin, presque tout. Et ça nous permet, comme le disait Mirko, en fait, aussi d'avoir des bâtiments qui sont très bien finis, dont les détails sont vraiment maîtrisés. Et puis, avec les demandes thermiques d'aujourd'hui, ça permet aussi de faire des bâtiments en réhabilitation qui sont très performants, en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de problèmes d'étanchéité. Tout ce qui est les ponts thermiques, il n'y en a quasiment pas. Donc voilà. Et pour le reste de toutes les professions dans la construction, le hors-site, ça permet aussi de diminuer énormément le nombre de déchets. Ça permet, comme vous le disiez, de réduire le temps de travaux par 3. Donc c'est pas négligeable. Les locataires, au lieu d'avoir un échafaudage qui reste là pendant des mois, ils ont une nacelle qui passe et qui monte 5 modules, 8 modules, 9 modules par jour avec une grue. Enfin, c'est 2 ouvriers en gros toute la journée qui font pas de bruit et qui bloquent pas la vue. Donc bon, faisons du hors-site. Effectivement, sur l'exé, c'est hyper important ce que disait Ita. En fait, c'est qu'effectivement en France, moi aussi j'étais formé ailleurs, ça s'entend en plus. Et en fait, c'est l'exé, aujourd'hui, on le fait en chantier et surtout, on considère que les architectes ne savent pas faire ni de chantier, ni dessiner de détails. Ce qui est quand même un peu vrai, parce qu'en fait, on est de plus en plus éloigné des chantiers, de plus en plus éloigné des phases de conception. Alors ça, que ce soit pour la profession privée surtout, et dans le marché public, ça déteint un peu en disant cette réputation de l'archi, oulala, on ne va pas lui confier non plus la DOT, l'exé, le pro, on va lui mettre un AMO, ils ne vont pas y arriver. Mais en fait, l'idée de leur site, c'est aussi pour reconquérir notre terrain dans les parties de conception d'exé, parce qu'en final, en pro, effectivement, on dessine les petits vis. Parce qu'on est obligé, parce qu'on a le fabricant en face qui les dessine et qui nous demande comment on va les modifier pour les adapter plus ou moins à notre bâtiment. Ce qui rassure énormément les maîtrises d'ouvrage publics au marché public, parce que au final, ils savent que le bâtiment va être très bien construit, qu'il n'y aura pas de problème et que l'architecte, même si c'est un peu bancal, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui vient derrière à aider, et pas trop tard, surtout. Mais surtout qu'on récupère en fait cette partie de conception d'exécution qui en agence, qui permet d'adapter le bâtiment vraiment au plus près de ce qu'on a besoin. Ouais, c'est en effet un point intéressant et peut-être qu'après, dans le moment questions-réponses, il y aura dans la salle des questions spécifiques. C'est un sujet aussi qui n'est pas consensuel, hein, celui du meilleur team, la meilleure forme de marché, meilleure forme d'organisation. Donc peut-être qu'on aura des questions là-dessus. Monsieur Delpont. Alors, nous, on a pas mal accompagné une démarche en Pays de la Loire d'achat groupé de 7 bailleurs sociaux qui sont engagés, dont l'agence de cité a été lauréate de certains marchés. Qu'est-ce qu'on apprend comme apprentissage? C'est vrai qu'il y a du sens à travailler. On parle de vagues de rénovation, mais c'est vraiment des vagues qu'il faut organiser. C'est-à-dire que d'abord, il y a une première vaguelette, un premier maître d'ouvrage qui a le courage d'être le premier sur son territoire. 3F en Ile-de-France, ça a été Villogia dans les Hauts-de-France, ça a été S Métropole Habitat en région Auvergne-Rhône-Alpes, Podelia. Et c'est important de voir pour croire et de se dire qu'effectivement, les architectes, les bureaux d'études, qu'il faut acculturer à ces modes de faire, une opération que beaucoup puissent voir et dans laquelle la profession, en tout cas, s'étalonne. C'est essentiel. Et après, quand on veut avoir des effets volume, parce qu'on a traité une typologie constructive de façon vertueuse, c'est vrai que si on se met à faire plus de fois le même volume, il y a des choses très vertueuses. Parce que parfois, il y a des opérations qui ont été livrées par les mêmes équipes d'architectes et d'entreprises entre 70 et 74, avec les mêmes principes constructifs, mais qui appartiennent aujourd'hui à 10, 12, 15 mètres d'ouvrage différents. Donc au moment de revenir pour retravailler ces ouvrages, on peut avoir des ensembles initiaux qui appartiennent à des décideurs différents,
Mais il y a beaucoup de sens parce qu'on parle de mêmes opérations, des mêmes architectes, des mêmes entreprises, à les traiter de façon un peu cohérente, homogène. Quand même un autre défi, qui a été celui qu'on a aussi relevé, c'est celui de la gouvernance. Parce que pour plein de raisons différentes, chaque maître d'ouvrage a ses habitudes. Et maintenant, comment trouver un terrain commun, que ce soit dans la forme de passation des marchés, dans les ambitions énergétiques, dans le taux de réussite, il faut arriver à créer en tout cas cette convergence dans le mode de faire et de décider ensemble, quelque chose qui est vraiment dans l'intérêt global de tous les maîtres d'ouvrage, parce qu'effectivement, ils ont les mêmes formes bâties dans des patrimoines distincts, d'organisations distinctes. Et ça, c'est important à coordonner, parce qu'effectivement, ça va permettre, et on a observé le fait de plutôt d'être tout seul à monter une opération hors site, s'y mettre effectivement dans un volume de 1500 logements, des gains qu'on estime à 15 à 20%, en tout cas, d'arriver à ces niveaux d'échelle. Donc ça ne résout pas tout le problème, mais forcément, plutôt que de baisser les ambitions parce qu'on est à des budgets contraints, arriver à avoir des gains de productivité par effet volume, c'est quelque chose qui est vu de façon vraiment intéressante par les donneurs d'ordre. Ensuite, il y a aussi des choses qu'on a appris d'organiser ça à grande échelle. C'est effectivement dans les modes de faire. Par exemple, il y a des choses à faire mieux et différemment dans les diagnostics. Parce qu'effectivement, les diagnostics initiaux n'avaient pas anticipé le besoin d'être aussi fin dans la connaissance des façades existantes, par exemple. La capacité à bien s'accrocher, et il s'est avéré a posteriori qu'il y avait des bétons qui avaient mal vieilli, sur lesquels la capacité à aller installer une façade bois n'était pas aussi simple qu'on aurait voulu imaginer. On a pu parfois varianter sur des portions de murs avec effectivement de l'isolant enduit classique, parce qu'effectivement, la capacité à porter un surpoids de solutions hors site n'était pas forcément aussi simple qu'espéré. Donc il y a des choses à innover là-dessus. Retour d'expérience intéressant aussi, c'est qu'il pouvait y avoir des craintes de se dire, mon Dieu, vous voulez la place à des mastodontes, il n'y aura plus la place pour les PME du territoire. La preuve a été faite qu'en fait, il y a plein d'acteurs, notamment du bois, qui sont en détail tout à fait modestes, présents sur tous les territoires. Et s'engager dans un projet de rénovation hors site, ça ne veut pas dire qu'on se prive de travailler avec des PME du territoire. Il y a beaucoup de talents dans nos entreprises et on peut faire des choses assez chouettes par des coopérations. Et sans être aussi binaire, il y a parfois effectivement un groupe national qui peut travailler avec un groupe de PME parce qu'il y a une solution technique hors site, par exemple de balcon, qui peut être fait par un acteur national, mais qui peut s'intégrer dans un projet d'architecture plus global. Et après, un des enseignements qui était aussi intéressant, c'est que là, l'ambition sur les 1500 logements, c'est on emmène tous ces logements en classe A, des maisons individuelles, des R+3, des R+8, et on essaye de voir quels sont effectivement, où ça nous amène en taux d'hors site maximisé. Et un des enseignements, c'est de se dire aussi, par ensemble de typologies constructives, où je place mes curseurs. Parce qu'en fait, il y a différents curseurs dans une stratégie patrimoniale, et à un moment, il faut essayer pour arriver à doser. Est-ce qu'il y a des formes bâties sur lesquelles, avec 40% de hors-site, j'ai un gain de temps d'un facteur 2, ou je vais monter à 60% pour un gain de temps d'un facteur 3? Voilà. Est-ce que mon objectif patrimonial, c'est avoir en moyenne un parc en classe B en 2050? Ça veut dire peu ou prou que le maître d'ouvrage, il va avoir 60% de ses bâtiments qui seront en classe B en 2050, 20% en classe C et 20% qui devront être en classe A pour compenser les bâtiments un peu bizarroïdes, que c'est juste déraisonnable d'amener en classe B en termes de calcul économique, de combien ça coûte ça. Et en tout cas, ça donne in fine ces apprentissages beaucoup de billes pour faciliter notre planification écologique, grand mot, de nos sociétés, mais de façon un peu plus opérationnalisée, pour arriver à retranscrire, OK, dans mon patrimoine, voilà les opérations que je vais pouvoir faire. Quelle est mon étiquette ultime 2050 ? Ensuite, est-ce que j'y vais en une fois ou deux fois? Et ensuite, quel est le taux de hors-site qui semble adapté à la capacité à tenir mon budget et mon temps? Et ça, c'est quand même des choses vraiment importantes dans sa capacité à dérouler les choses. Donc voilà un peu les enseignements qu'on a pu ressortir de ces modes de faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les premières opérations restent un petit peu plus chères. Et donc forcément, ce n'est pas la même chose suivant que j'en fais 40 logements, si on fait 200 logements, si on fait 400 logements. Et puis, une fois 400 logements, ce n'est pas la même chose que 10 fois 40 logements. Donc, il y a aussi des apprentissages sur ces modes de faire. Il y a des allotissements qui ont été faits parfois entre des bailleurs de 3 départements. On se rend compte que ce n'est pas qu'une question d'homogénéité du point de départ. C'est aussi la distance entre les sites joue aussi sur ces questions. Donc, en tout cas, la science de faire de l'agrégation patrimoniale, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et donc, effectivement, il faut apprendre, il faut partager un petit peu où sont les optimums pour trouver la façon où on va trouver effectivement l'optimum entre le temps, entre l'impact global, notamment carbone, et puis le coût. C'est ça qu'il faut arriver à optimiser. Mais en tout cas, je pense que bravo aux pionniers qui se sont lancés, dont on peut se nourrir de retours d'expérience, qui vont aider à affiner des stratégies patrimoniales et à ce dosage dans ces sujets, avec bien évidemment dans chaque projet. Et là, les gens en Pays de la Loire se lancent maintenant dans une seconde vague de 1500 logements, satisfaits par ça. Ce qui est assez, je trouve, révélateur, c'est que quasiment tous les gens avec lesquels on a travaillé, qui sont lancés dans une première opération de réa hors site, se disent on va en faire une autre.
mais en bougeant les curseurs pour ajuster les choses et faire mieux. Mais ils se disent effectivement la valeur notamment sur cette dimension de site occupé, hein, la non-perturbation et puis le défi technique d'utiliser aussi des solutions plus décarbonées intéresse beaucoup et leur donne envie effectivement d'aller plus loin en faisant mieux, parce qu'avec humilité, on tombe rarement parfaitement dans le dosage du premier coup. Hein, et puis il y a un certain nombre d'écosystèmes à acculturer, parce que le bois dans la réhabilitation, ou en tout cas le hors-site de façon plus large, ce n'est pas le mode de faire habituel. Ce n'est pas comme ça que les gens ont appris à travailler. Merci. C'est une très bonne passerelle pour le deuxième tour de table autour de ce qui manque. Qu'est-ce qui serait encore à développer pour faire en sorte que la rénovation hors site puisse prendre de l'ampleur? Parce qu'on voit la construction hors site prendre beaucoup d'ampleur. Dans la rénovation, il y a une belle dynamique qui s'installe, mais il y a encore des éléments qui doivent s'aligner. Moi, ma perception est qu'il y a besoin d'une mise en cohérence à tous les niveaux et à tous les échelons de cette étape de rénovation pour que le hors-site puisse être impulsé. Donc, je pense par exemple aussi au système de financement et de crédit, donc à l'implication des instituts de crédit et des banques. Je pense que ça a été mentionné auparavant, à la possibilité d'avoir des solutions facilement conformes pour qu'elles puissent être utilisées d'un point de vue technique sans difficulté. Puis on n'a pas vraiment encore abordé une question quand même centrale qui est celle du prix et donc des volumes. Donc ce qui est sous-jacent, c'est le volume, c'est la quantité d'unités qui sont mises sur le marché pour être rénovées. Et puis aussi le rôle de politique publique qui pourrait impulser, qui pourrait accompagner. Il y a eu quelques actions, comme par exemple Massy Réno, qui était un appel à projet qui a soutenu un certain nombre de rénovations en hors site. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Quelle pourrait être la place aussi des politiques publiques d'encourager ce type d'intervention? Donc, quelles sont les pièces manquantes du puzzle qui pourraient être complétées ou qui devraient être développées dans les années à venir, pas que par les architectes et par les maîtres d'ouvrage, mais aussi par tous les autres acteurs de cette filière de la rénovation hors site, à votre avis? Et je commencerai par M. Delpont. En 2 minutes. En 2 minutes, je pense qu'il y a un premier sujet, c'est arriver à avoir une discussion sur la valeur du temps. On parle de prix. Mais si par exemple aujourd'hui je suis avec des solutions hors site, je sors à 8% plus cher que des modes de fer traditionnels, mais que c'est 3 fois plus rapide. Ça veut dire que si mon vrai défi c'est de sortir massivement les gens de la précarité énergétique sur mon territoire, je donne des capacités à ce que la chaîne de valeur traite 3 fois plus de chantiers chaque année. Donc effectivement, est-ce que je suis prêt à mettre ce prix, effectivement, versus le prix de ne pas agir et d'avoir des gens en grande précarité que je vais aider par d'autres dispositifs de financement public, d'aide au paiement des factures énergétiques. Donc il y a des vraies questions en tout cas à se poser sur ces sujets. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, la structuration de politique industrielle n'est pas là sur ces sujets. Donc effectivement, ça peut sembler étonnant, mais on parle d'un secteur qui, à l'échelle de l'Europe, c'est 40% du problème de carbone. Aujourd'hui, dans un dispositif comme France 2030, qui a un petit peu aidé la maturation d'acteurs de hors-site, c'est moins de 1% du budget de R&D industriel qui est affecté au secteur de la construction. Est-ce que c'est logique quand on voit la taille du problème? Si demain vous avez des solutions bois 30% moins chères, je pense qu'aucun architecte s'en plaindra pour répondre aux exigences des cahiers des charges de ces maîtres d'ouvrage. Mais force de constater que ce n'est pas là en tout cas que la puissance publique met l'essentiel de son budget en R&D, en accompagnement des acteurs économiques. Alors que je trouve qu'ils n'ont pas moins de mérite que les acteurs de la filière automobile ou aéronautique, et ils mériteraient autant, les industriels de ces filières, d'être aidés, au vu notamment de l'impact social et de l'impact en tout cas carbone de ces sujets. Et je pense qu'il y a aussi un sujet d'acculturation qui a à grandir. On voit aujourd'hui qu'on a dans nos mouvements pas mal travaillé avec les maîtres d'ouvrage, les architectes, les entreprises. Il y a un acteur qu'on a négligé qui sont les assistants à maîtres d'ouvrage, qui parfois, quand on essaye de promouvoir des modes de faire un peu standards, non pas standards dans les résultats et les modes de construction, mais au moins dans les cahiers des charges initiaux, ils ont l'impression, parfois certains ont l'impression que s'ils ne rapportaient pas de la complexité dans un cahier des charges simple qu'on leur proposait, ils faisaient mal leur travail. Mais on a besoin effectivement que l'ensemble des professions comprennent ce que ça veut dire, quel est le pas de côté que doit faire chacun pour simplifier les choses et comment se nourrir, malgré des journées à rallonge, des budgets d'honoraires pas toujours à hauteur du travail qui est mis sur la table dans ces sujets, mais on sent qu'il y a effectivement besoin de continuer à nourrir et de ne pas s'arrêter non plus à « j'ai fait une fois un chantier hors site il y a 10 ans et c'était compliqué et puis tout le monde avait peur et le contrôleur technique ». En 10 ans, il s'est passé des choses. Même en 5 ans, il s'est passé des choses. Et effectivement, il y a des progrès qui se font. Et comment effectivement à nourrir effectivement les professionnels des projets de ça me semble un sujet qui aussi a beaucoup à travailler. Et puis il y aura aussi la conséquence de cette réflexion sur le prix du temps, c'est aussi les modes de financement des maîtres d'ouvrage, parce qu'on voit bien qu'il y a un sujet clé autour de ça. Merci.
en tant qu'architecte, on arrive un peu en bout de chaîne, ou presque en bout de chaîne. Donc, qu'est-ce qui manque? Plus de programmes en hors-site, plus de patrimoine auquel on attribuerait la possibilité de le faire en hors-site. Après, comme Benoît, je ne suis pas dogmatique du hors-site, donc à chaque patrimoine et à chaque bâtiment, voilà, ses caractéristiques. Je sais pas, je pense que Sébastien, c'était très complet ce que tu as dit. Par exemple, ce qui me fait penser, votre réponse, c'est par rapport au contexte spécifique de l'Île-de-France et puis tout parisien. Vous avez parlé de patrimoine, donc on est dans un contexte où la présence du patrimoine architectural protégé, classé est très importante. Donc, est-ce que le hors-site, par exemple, a aussi sa place ou son mot à dire dans ce type de contexte? Alors à Paris, c'est sûr que dans des espaces contraints, avec des façades où toute la ville est en fait sujet à la vie d'un ABF, c'est sûr que c'est plus difficile que lorsqu'on a affaire à un patrimoine de grand ensemble avec des façades accessibles sur tous les côtés, où la grue et la nacelle vont pouvoir venir apporter les éléments de fabrication. Donc oui, c'est sûr que tous les patrimoines ne sont pas adaptés. Après, avec du hors-site, c'est juste le hors-site, c'est juste que les choses sont préfabriquées en plus grande dimension. Une porte, aujourd'hui, elle est en hors-site. Une vis, c'est du hors-site. Là, quand on parle de hors-site, ici, là, ce dont on parle, c'est principalement des façades, parce qu'on est en train de parler de réhabilitation. Mais on pourrait parler de hors-site pour la construction neuve, en 3D, où on apporte des nouvelles salles de bain. Voilà, donc peut-être que dans Paris, dans des dents creuses, on peut apporter du hors-site, par exemple en tout petits éléments où on vient créer une charpente qu'on assemble et ça nous permet de passer sous un porche qui ne nous permettrait pas d'amener des camions. Voilà, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. On peut tout faire en fait en hors-site. Donc. Merci. Sur la question du hors-site, je le disais en préambule, ça dépend ce qu'on y met. C'est-à-dire que je reprendrai la définition d'André Gortz qui parle des outils Carrefour, des outils aliénants, les outils conviviaux. C'est aussi une notion de Illich, je ne sais pas si ça vous parle. Mais l'outil aliénant, en fait, typiquement un hors-site qui serait une usine en 3x8, c'est-à-dire qui tournerait non-stop pour rentabiliser l'équipement technologique de fabriquer des caissons en bois et en paille, aussi vertueux que ça le soit, où les ouvriers, les charpentiers, enfin c'est plus des charpentiers, c'est-à-dire que ça va être des ouvriers à la chaîne qui vont produire parce que il faut rentabiliser l'équipement et ça se coûtera moins cher. C'est un outil, enfin ça partirait d'un outil Carrefour qui peut prendre soit l'aliénation de l'outil aliénant, c'est-à-dire que c'est Chaplin, les temps modernes, soit de dire en fait la préfabrication, pour moi, enfin, si je l'entends, c'est aussi la fin de la pénibilité, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui du hors-site, on a parlé ce matin des humains, c'est-à-dire que les usagers, et on a très peu parlé de ceux qui mettent en œuvre, c'est-à-dire qu'au moins 50% du travail, voire plus, il y a des ouvriers sur des chantiers qui font du hors-site ou du pas du hors-site, qui travaillent dans des ateliers. Et il ne faut pas oublier en fait et souvent ça a été dit quand même un peu ce matin que ils sont souvent pas forcément qualifiés. Et justement, si on arrive à un hors-site en 3-8, on va plutôt, et c'est déjà en train de prendre ce chemin, hein, je l'entends. D'avoir des ouvriers déqualifiés qui sont juste en fait des assembleurs ils ont juste à mettre des vis dans des trucs, alors que dans la charpente bois, dans la construction paille, la construction en terre creuse, il y a un savoir-faire qui est énorme, vernaculaire, et en fait c'est tout l'intérêt de la chose aussi, c'est à la fois décarboner et redonner de l'intensité sociale au travail ouvrier du BTP qui est quand même une sacrée misère.
Et moi, c'est l'intérêt que j'y trouve aussi en construction en bois, c'est que moi, j'ai plaisir à aller voir les charpentiers dans leur atelier, et il y a des gens qui prennent plaisir en fait à faire ce travail, ce qui n'est pas forcément le cas dans des ateliers où ils fabriquent des trucs industrialisés qui ne sont pas de la menuiserie bois industrialisée, parce que ça, je pense qu'il y a encore, ça existe peut-être en 3-8, je ne sais pas, je ne visite pas assez les menuiseries. Il y a aussi ça où il faut faire attention sur le hors-site, c'est-à-dire que le hors-site, il peut aussi avoir cette face cachée, obscure, sur lequel c'est pas non plus, et qui est une façon aussi de dire il faut massifier, industrialiser, c'est aussi un vocable qui existe pour réduire les coûts. Et peut-être qu'aujourd'hui, moi je fais des opérations, c'est des maîtrises d'ouvrage qui disent, sur de l'ITE paille, hors site ou pas hors site. En logement, j'ai une autre opération qui n'est pas hors site, qui est du logement social, où la maîtrise d'ouvrage dit, et chaque maîtrise d'ouvrage dit en gros ça coûte 8% de plus que du conventionnel. Après, on ne compare pas des choses qui sont comparables non plus. Si on compare à pas la même performance énergétique et pas la même esthétique, parce qu'on a parlé aussi d'esthétique, comparons les choses qui sont comparables, et ça ne coûte pas la même chose, et ça a aussi un coût social de gens après qui sont mal payés. Enfin bon, ça c'est la triste vérité du BTP. Avec, je ne sais pas, j'étais à un débat une fois, et il y a quelqu'un qui disait il a vu un chantier où il y avait 15 sous-traitants. Il y a un 15e niveau de sous-traitance. Et là, c'est un truc où on ne peut plus gérer un chantier, et les conditions salariales, je pense que c'est des gens qui ne sont pas déclarés. Et ça existe aussi dans le monde du BTP. Il y a le travail non déclaré existe, et on va l'éviter. Je sais pas, après, le hors-site peut permettre de dire, voilà, une fois qu'on a dit qu'on faisait du hors-site je sais pas, on est tous vertueux ici, on fait du hors-site français, mais on pourrait très bien délocaliser dans des pays à bas coût, en disant de toute façon aujourd'hui le transport ça coûte que dalle, donc faire venir par container des panneaux super bien dessinés 10 fois moins cher, c'est possible dans la mondialisation qu'on a. Et c'est pour ça que moi j'ai pas de dogme sur le hors-site, et c'est ma crainte que je peux avoir, y compris avec les matériaux les plus vertueux qui existent, biosourcés, géosourcés, décarbonés. Merci. Donc, peut-être je laisse la parole à M. Tardieu et M. Tous sur ces deux sujets du coup, comme ça on élargit le débat. La fameuse pièce manquante du puzzle, si vous en avez une en tête, qui pourrait être implémentée dans les années à venir pour soutenir et impulser la rénovation en hors site. Et puis je voudrais bien rebondir sur le débat que vous avez lancé. Ça faisait aussi partie des questions qu'on voulait aborder. Le hors site, est-ce qu'on doit le faire forcément à travers l'industrialisation ? Ou est-ce qu'on peut avoir du hors-site sans industrialisation, de la massification sans industrialisation, et quelles peuvent être aussi les conséquences et les externalités négatives, on peut dire ça comme ça, d'un hors-site non maîtrisé tel que vous le décrivez, qui, avec l'idée de faire baisser le coût, ce qui est quand même un objectif tout à fait raisonnable, arriverait à des conséquences que vous décrivez comme potentiellement délétères, délocalisation, et puis chaîne de montage dans quelque chose qui était auparavant artisanal et qui relevait encore d'une maîtrise d'un certain type. Voilà. De macro-questions, du coup. Je pourrais parler des heures, on ne l'a pas. Non, parce qu'en fait, il y a plein de choses à dire. Effectivement, en rebondissement de ce qui était dit là, et la question aussi de savoir pourquoi leur site, et qui, où et d'où, pourquoi et comment. Moi, je pourrais commencer par dire leur site a toujours existé comme processus industriel. Enfin, toujours. Leur site existe depuis les Romains qui faisaient tailler les pierres avant pour les porter déjà sur mesure sur place. Donc, c'est un procédé constructif de rentabilisation du temps et de l'argent et de la matière. Voilà. Donc, la question qu'aujourd'hui on peut se dire ici, c'est que la demande aujourd'hui, quelle était à l'origine? Pourquoi on parle d'hors-site ici? Pourquoi on parle à la filière? Pourquoi on parle dans les journaux? Pourquoi on parle tout le temps? Parce qu'on essaye de répondre à une demande qui est celle de construire plus vite et moins cher. Okay? Donc, le plus vite, on va y arriver. On a tous dit pourquoi et comment. Le moins cher, on n'y arrive pas. Parce qu'on n'y arrive pas parce que la filière industrielle, bizarrement, est plus chère que la traditionnelle. Alors que normalement, qui dit industrialiser, sérialiser, standardiser, devrait dire abattre des coûts.
Parce que c'est comme ça dans l'automobile, c'est comme ça dans l'usine, c'est comme ça dans toutes les productions industrielles standardisées qu'aujourd'hui on connaît. Là, dans le bâtiment, on n'y arrive pas. Alors, pourquoi on n'y arrive pas? Et la réponse est dans les questions et dans les réponses qu'on a données tout à l'heure. C'est qu'en fait, on a à chaque fois un cas particulier. Donc, on est dans un patrimoine parisien dans lequel leur site ne peut pas être systématique. En tout cas, pas tel qu'il est entendu ici comme des façades, mais effectivement, pour tout ce qui est gaine, salle de bain, cloison, ça, on peut le faire et on sait le faire. Et on le fait déjà sans savoir, sans l'appeler comme ça, tout simplement. D'autre part, pour la construction neuve, soit ils nous disent qu'il faut aller vers les catalogues standardisés, et là tout le monde dit non, mais en fait on ne peut pas y arriver parce que d'une part, il y a les architectes qui disent moi j'aimerais bien faire un dessin, parce que j'ai été payé pour ça et surtout j'ai fait des études. Donc j'aimerais bien pouvoir ne pas choisir dans un catalogue. Après les sites, ils ne se adaptent pas à la forme de la boîte 3D parce qu'ils ne rentrent pas. Donc dès qu'on la modifie, ça coûte cher. Donc on le fait en 2D, oui, donc en 2D, mais il faut aller trouver les industriels, mais c'est trop cher parce qu'il n'y a pas assez de commandes. Donc en fait, on peut tirer un trait là-dessus aujourd'hui, au bout de 5, 6 ans, 10 ans qu'on parle de toutes les expérimentations au site. C'est-à-dire que je considère qu'il y a un système constructif parmi d'autres qui existe, qu'on doit développer le plus possible dès qu'on a l'occasion de le faire, parce que la condition est réunie, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui s'adapte, donc qui a déjà été construit en hors site en avant et qu'on peut réhabiliter de la même manière parce qu'il est tramé, parce qu'il est répétitif, parce qu'on sait trouver un intérêt dans l'industrialisation qu'elle s'efforce aussi d'être sur mesure, parce que sinon on ne l'est pas, on ne peut pas répondre avec le même module catalogue dans toutes les cas de figure, donc il faut qu'on reste quand même assez souple là-dedans. Et que c'est les architectes qu'au bout de l'histoire, on n'est pas au bout de la chaîne, on devrait être à l'origine de la chaîne, du système constructif le plus adapté au bon endroit. Et ne pas demander aux maîtres d'ouvrage, que les pauvres sont là juste pour payer et finir le bâtiment en temps et en heure, de leur demander aussi de nous dire quel système constructif on doit utiliser, parce que ce n'est pas à eux de nous le dire, c'est à nous de le choisir en tant qu'architecte, avec des bureaux d'études, des sachants autour, certes pas tout seul, et d'autre part, pouvoir aussi comprendre jusqu'à quel est le degré de préfabrication, c'est-à-dire est-ce que c'est un filaire industriel parce qu'on a la raison de le faire, ou est-ce qu'on va chez des charpentiers classiques qui savent construire, couper toujours le même bout de bois, etc., et le faire. Alors, la question aussi qui est venue sur leur site, c'était parce qu'il fallait construire en biosourcé et que leur site s'adaptait mieux que d'autres systèmes traditionnels, parce qu'on construit en usine, à l'abri, avec des ouvriers qui sont en bonnes conditions, et surtout des matériaux fragiles, qui en fait ne peuvent pas être construits sous la pluie, sous le gel et sur tout le reste. Donc, à chaque fois, il y a un cas particulier, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas leur site systématique. Alors, la contrepartie de ça, c'est qu'il n'y a pas la filière industrielle qui se développe derrière, donc on n'a pas un abattage des coûts. Voilà. Donc, quelle est la solution? Il n'y en a pas, en fait. Et moi, je trouve qu'il n'y en a pas parce qu'on n'arrête pas de faire le tour dans tous les sens. À chaque fois qu'on fait une conférence là-dessus, on retrouve sur le même problème. C'est que le maître d'ouvrage me dit ouais, t'es gentil, ton truc, et c'était super, tu l'as fait une fois. Mais on ne va pas peut-être le faire deux parce que ça va coûter encore cher. Sauf si il y a Cibois qui est dans la salle que j'ai vu tout à l'heure et d'autres qui sont là comme Eiffage qui ils disent ben non, maintenant, nous, on a trouvé un autre système qui est moins cher, peut-être un peu moins biosourcé, mais avec des matériaux recyclés et qui vous permet de rester sur mesure, qu'on peut répondre systématiquement à chaque cas de figure dans Paris patrimonial, bâtiment classé, parce qu'on a un produit qui s'adapte à ce genre de truc. Et donc mais c'est comme il y a 20 ans. C'est-à-dire, il y a 20 ans, là, on allait prendre les BA13, ils font tous 2,20 m, 2,70 m par 1,20 m. On sait qu'on peut couper dedans s'il faut pour la dernière plaque et on y arrive. Voilà. Monsieur Tous, vous voulez rebondir? Vous allez faire une deuxième opération à Nord-Site? Non, je vais compléter, illustrer les propos de Mirko, notamment sur la partie coût, puisque spécifiquement sur l'opération de tiers, 176 logements, sur la partie préfabriquée, donc enveloppe. Certes, on est en matériaux full biosourcés, full décarbonés. Ça représente un coût au logement de 21 000 €.
hors travaux intérieurs, hein, je ne parle que d'enveloppe. Si on prend une opération classique et conventionnelle, où en effet on est sur des matériaux non biosourcés, hein, de la pose de menuiserie, donc du PVC, un isolant minéral et un enduit minéral, on est à 13 000 € du logement. L'opération en question, c'est un surcoût de 60%. En termes de plan de financement, on n'est pas du tout subventionné. Voilà, on est dans le 94, on n'a pas eu de subvention. Certes, on a du C2E, de la TFPB, de l'éco-prêt, des fonds propres à hauteur de 10% de la part de 3F. Et la variable d'ajustement, c'est le prêt, hein, quand même. Donc voilà. Aujourd'hui, sur cette opération qui reste expérimentale, on n'a pas souhaité appliquer d'augmentation de loyer ni de troisième ligne auprès des habitants, hein, puisque c'est une opération, c'était chez nous en tous les cas, sur l'ensemble des bâtiments, c'est une première. Donc on a joué la carte. Et en effet, pour rebondir sur ce que dit Mirko, le problème aujourd'hui, c'est que la filière hors site, c'est une filière de niche. Elle a besoin d'être développée et pour justement avoir des coûts d'atterrissage qui soient, alors peut-être pas à hauteur d'une opération classique et conventionnelle, mais en tous les cas tendre vers des coûts d'objectifs qui nous permettent effectivement peut-être de porter plusieurs opérations. L'opération en question, c'est en effet une opération qui a été portée parce qu'elle a des principes architecturaux qui le permettent. En revanche, aujourd'hui, sur des coûts comme cela, on ne pourrait pas effectivement réaliser toute notre opération de la sorte, même si on a estimé que d'une manière générale, si cette opération avait été réalisée non pas en biosourcé, mais avec du PVC, un isolant minéral et un enduit main sur un module préfa, on est plutôt de l'ordre d'un surcoût de 30%, mais malgré tout, ce qu'on mettrait dedans, c'est en moins sur les autres opérations. Et c'est un peu, effectivement, une gêne à la réalisation d'opérations hors site, en tous les cas chez des bailleurs sociaux, notamment pour essayer d'avancer sur les sujets, sauf à ce qu'effectivement, il y ait d'autres maîtres d'ouvrage qui se mettent à impulser cette dynamique et à tendre vers des coûts d'objectifs qui vont vers le bas. Est-ce que... En fait, on ne tient pas compte que pour 30 ans, vous n'allez pas y mettre la main. Ah ok, sur un enduit mince, dans 10 ans, il y a quelqu'un qui revient. Donc en fait, ces coûts-là, ils sont rentabilisés sur plus longtemps. Mais c'est compliqué à faire comprendre quand il y a un maître d'ouvrage qui doit sortir un billet de 260% plus cher pour pouvoir payer quelque chose que dans 30 ans, on ne sait pas trop ce qui va devenir et comment va vivre. Donc c'est très compliqué en fait, finalement, d'établir. Moi, je trouve qu'il y a une solution possible, et en fait, peut-être dans la salle, ils sont là et on va réagir, c'est que les industriels aillent chercher les marchés dans lesquels ils peuvent répondre là-dessus et qui optimisent. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui un patrimoine comme celui de Thiers, et il y en a 1 milliard de bâtiments comme ça en France, tous pratiquement identiques. D'où sur ces bâtiments-là, on a un produit qui fonctionne comme ça. Sur le patrimoine historique, on a un produit qui fonctionne comme ça et qui peut être rentable. Ils se mettent en concurrence à 2 ou 3 sous un système de modules qui fonctionne pour ce type de figure-là. Nous, Archi, on connaît et on fait comme on a fait toujours. C'est-à-dire, on prend le bon matériau pour le bon endroit. Voilà. Est-ce qu'il y a... Tu veux rebondir? Oui. Je pense que c'est sûr que on a un problème de poulet d'œuf. Donc effectivement, c'est sûr que les premières opérations sont imparfaites. Et la question, c'est voilà, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Comment engloutir cette boucle? Sachant que quoi qu'il se passe, on ne fera jamais moins 80% de coûts. Mais effectivement, ce que tu fixais, moins 15, moins 20, moins 30, c'est des choses qui sont crédibles et possibles. Et trouver effectivement les formes humaines, les typologies dans lesquelles il est crédible d'avoir une économie d'opération à moyen terme. Et comment répliquer ça à l'échelle d'un territoire, ça me semble tout à fait jouable. Et puis avec, c'est sûr, aujourd'hui, des sujets qui restent déboulés. Et il faudra rester, de toute façon, avoir une exigence, ce que tu évoques. N'importe quelle filière peut avoir des problèmes de malfaçon, des problèmes d'emploi de main-d'œuvre inadaptée sur ces sujets. Mais on a aussi des bénéfices pour ça. Hein, j'ai vu des gens usés par 30 ans de chantier, qui ont le dos complètement usé, qui ne peuvent plus bosser sur des chantiers. Quand on leur propose de dire tu vas finir les 10 dernières années de ta vie entre 55 et 65, plutôt dans un atelier au chaud où tu vas aider à concevoir ces sujets, ça évite à des acteurs, et notamment c'est une EG qui me l'a dit, plutôt que de les dégager comme des malpropres à l'âge de 55 ans, on va les garder pour que dans un dernier cycle de carrière, ils puissent leur savoir-faire. Donc je trouve qu'il y a aussi une humanité à proposer à des gens des tâches de travail moins pénibles pour la dernière cycle effectivement de leur vie, quand usés par le travail, ils ne sont plus en état de le faire. Donc il y a aussi des vertus sociales qui peuvent être à ce qu'une partie de la production soit hors site. Mais il y a quand même une difficulté qu'on a, quand on parle de temps long, c'est qu'il y a beaucoup de filières qui se développent dans le temps, qui ont des visibilités budgétaires, où c'est pas miraculeusement un budget pas voté. Ah, les bailleurs sociaux, on vous sucre 500 millions de budget.
à MaPrimeRénov', on fait sauter. Voilà, donc il y a aussi des sujets de programmation pluriannuelle où des gens ont des visibilités à 5 ans. Les militaires, ils ont des visibilités à 10 ans. Ceux qui investissent dans ces centrales électriques, ils ont des visibilités à 15 ans. Donc il y a aussi un sujet dans quelle mesure on va avoir le courage de voter des budgets pluriannuels qui permettront aux gens de se retourner. Parce que qu'est-ce que le maître d'ouvrage peut dire à ces acteurs économiques? Je ne sais pas si je vais avoir plus ou moins X millions d'euros, si la fiscalité va changer 3 fois d'ici l'année prochaine, entre le moment où je lance effectivement mon marché et puis le moment où je l'attribue. Donc c'est vrai qu'effectivement aussi il y a le courage sur la politique de logement d'avoir effectivement des perspectives budgétaires long terme qui permettront une planification et d'éviter des stop and go. Parce que c'est quand même un des sujets clés. Sur cette vision de long terme et cet espoir de pouvoir avoir un peu de visibilité sur le temps long, que je partage complètement, je pense qu'on peut arrêter là les échanges, mais laisser sans doute la parole à la salle. Donc on a une bonne dizaine de minutes pour vos questions ou vos commentaires, ou vos remarques, ou vos retours d'expérience. Bonjour, Avril Colleux, architecte de chez BRS, architecte ingénieur. Pendant longtemps, la France, le PIB français a quand même reposé sur le BTP. C'était à peu près la moitié du PIB, je crois, et maintenant on en a un tiers. Et en fait, les parquets sont découpés en Chine et reviennent, les fenêtres sont faites en Pologne, etc. Et on sait aujourd'hui que les Polonais, ils ont un gros marché du hors-site et qu'en fait, ils veulent arriver en France, les Chinois aussi. Enfin, c'est pour ça aussi qu'il y a eu un peu ce réveil soudain. Et en fait, avant d'investir dans des chantiers français, c'était la garantie de garder la taxation, de garder tout en France, quoi. Et moi, mes parents sont designers industriels. Ils ont vu tous leurs clients industriels partir aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul designer industriel en France. Ils sont tous partis. Enfin, j'ai plein d'amis designers. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même ce sujet-là. Comment vous y réagissez ? Ce que vous dites, c'est une réalité. Et donc, on parle de réindustrialisation. La question, c'est est-ce que, dans ces cas-là, on a intérêt à développer une industrie made in France ou un peu se voiler la face, dire non, non, ça n'arrivera jamais, je me cache les yeux, et puis j'espère qu'il ne se passera rien, et ça finit par arriver quand même. Et on ne s'est pas préparé, on a préparé. Donc, je pense qu'il faut plutôt accompagner l'émergence d'une industrie française. Et après, il y a des vraies questions, effectivement, de protection continentale. Et moi, ce qui a beaucoup de sens, c'est quand même la coopération européenne. C'est à s'arracher les cheveux quand une PME française à Lille ne peut pas vendre son matériel en Belgique, alors qu'il y a une cohérence architecturale et typologie, de ne pas avoir un marché unique. En tout cas, on a un marché unique de tout, sauf des produits de construction, si on se ment pas en Europe. Donc, et pour le coup, ça ne veut pas dire que c'est que du mal. C'est aussi des savoir-faire. Et donc, l'idée, c'est qu'on aura rarement des produits techniques pertinents en Finlande qu'on utilisera en Grèce, juste par des questions de climat, de typologie architecturale. Mais je pense quand même qu'il y a des choses à simplifier, parce que le feu, il brûle pareil en Allemagne ou en France. Donc, est-ce qu'il y a besoin de faire des tests au feu dans chacune de... quand on développe une façade foire? Je pense qu'il y a quand même des progrès à faire. Et par contre, effectivement, des barrières à l'entrée de l'Europe. On parle d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe en cours de mise en place. Je pense qu'effectivement, il y a du sens, effectivement, à un protectionnisme que je vois plutôt européen que national. Si on va voir, c'est des effets d'échelle vertueux. Mais ça n'est que mon humble perspective. D'autres qui veulent rebondir sur cette question? On a une autre question? Oui, bonjour. Nicolas Jeunet, Secousse Architecte. On travaille beaucoup en rénovation énergétique, de logements privés surtout. Je regardais un peu la question d'aujourd'hui. Je me disais d'abord que la rénovation en milieu occupé est peut-être un peu un pléonasme, parce qu'on a quasiment tout le temps des milieux occupés. Mais quand on jouait au jeu tout à l'heure avec les cartes, que j'ai peut-être pas très bien réussi à comprendre, j'avais l'impression que les solutions hors site étaient vraiment dédiées à un patrimoine de la deuxième moitié du XXe siècle, avec beaucoup de place en pied de façade et autour, avec une certaine hauteur, avec un nombre de fenêtres, pas de loggia, pas de balcon. Finalement, quel pourcentage du parc à rénover ça représente? Et si en plus on a 60% de surcoût, moi personnellement, je ne vois pas, en 40 ans de carrière d'architecte, à quel moment je vais pouvoir utiliser du hors-site. Merci. Je laisserai d'autres répondre après, mais il n'y a pas partout 60% de surcoût. Ça dépend effectivement des opérations, des montages d'opérations, des durées de vie. Et le sujet, c'est ça effectivement à regarder.
sur le fait qu'il n'y a pas aussi des bâtiments non hors-citables, pas hors-citables. Je voulais aussi montrer le fait qu'il y a des opérations dans lesquelles il y a du sens à avoir 10% de hors-site, 20% de hors-site. D'ailleurs, c'est déjà ce qu'on fait sans le dire, ce que tu disais très bien, Mirko, 30, 40, 60. Et donc, ce qu'on a besoin de construire, et c'est un savoir commun, collectif, il faut limiter de dire qu'il est en co-construction, parce que c'est d'opération en opération, après l'expérience de Mirko, celle de Zita, qu'on va savoir construire et se dire là c'est pertinent, là c'est pas pertinent, là l'économie passe, là elle passe pas, ou elle est pas loin de passer parce que, qui sont aussi à considérer. Et puis après il y a des contextes politiques, urbaines, qui fera qu'on fera ou on fera pas. Il y a une opération qui s'est faite. Bon, le maire avait le choix de donner ou pas la subvention de 8% qui permettait de boucler l'opération. Quand il a compris qu'il aurait 1000 habitants, qu'il allait 1 an avoir les élections municipales, être rénové effectivement avec plus de factures, il s'est dit ouais, je préférais que le chantier il se fasse en 18 mois qu'en 36 pour qu'effectivement avoir 1000 habitants de plus sans facture énergétique. Donc effectivement, ça pose la question du temps aussi de ces questions. Alors c'est sûr que si c'était 80% plus cher, il n'aurait pas trouvé le budget, le maire. Mais effectivement, sur 8%, il y a des choses qui se trouvent. Donc c'est un petit peu ce corpus commun de savoir, comme parfois sur des sujets qui n'ont rien à voir avec leur site, mais se dire je passe d'un isolant pas biosourcé à biosourcé, c'est plus cher, on ne pourra jamais faire. Ça dépend de effectivement est-ce qu'on apprécie ses vertus et il y a un apprentissage commun à continuer à faire et je pense que la réponse sera ni noire ni blanche, ça sera jamais pertinent ou toujours pertinent, ça sera effectivement de plus en plus de comprendre quels est effectivement les cas d'usage dans lesquels ça le sera avec un besoin de beaucoup documenter ces modes de faire parce qu'on voit bien qu'il y a quand même du sens à aller plus vite pour sortir les gens de la précarité énergétique plus vite. Ouais, et en fait, nous, Archi, pour compléter le côté Archi, en fait, la seule manière pour pouvoir faire ça et utiliser leur site quand nécessaire ou bien, c'est d'avoir un regard beaucoup plus global dès le coût de construction pur et du choix architectural. En fait, une opération en site occupé n'est pas qu'en question de coût de travaux. C'est aussi un coût social, en fait, des gens qui habitent dedans, qu'il faut déplacer. Tout le monde discutait tout à l'heure sur un projet dans lequel je viens de répondre à Marseille. Les façades extérieures, elles sont extrêmement complexes. Le site est occupé. On se disait, est-ce qu'il vaut mieux isoler une chambre à l'intérieur de 9 mètres carrés par logement et intervenir dans les sites occupés ou intervenir dehors et dépenser 20% plus cher? Le maître d'ouvrage, qui était Stéphane, me dit moi je ne le ferai jamais, tu vas dehors. Et moi je dis peut-être que pour 9 mètres carrés, ça vaut le coup d'y réfléchir. Et là, leur site n'a plus de raison d'être. En revanche, si on le fait en extérieur, leur site est la seule manière de le faire. Parce que dans cette situation particulière, il faut le faire comme ça. Donc en fait, c'est une vision globale qu'il faut qu'on garde. Et être aussi bon conseil au maître d'ouvrage en disant là, en tout compte fait, rentabilité, coût de travaux, temps que vous n'aurez pas d'entretien à faire, le coût social de suivre à l'intérieur ces logements avec des familles qui sont fragiles, la plupart du temps très fragiles. En fait, et ça vaut le coup peut-être d'imaginer d'intervenir en escogitant nous aussi des systèmes hors site qui n'existent pas, en allant voir les fabricants et lui bousculer en disant ton module, là, peut-être tu peux le changer, le faire un peu autrement. Est-ce que tu sais faire ça, se faire ici? Donc, et après, il y a des allers-retours. Ça enrichit la filière, d'une part, de notre part avec notre inventivité, et d'autre part, ça donne des solutions à maîtrise d'ouvrage un peu plus globales. En fait, on ne peut pas s'arrêter tout simplement à la conception, quoi. Bonjour, Camille Logis, architecte à l'atelier Choiseul. Donc nous sommes plutôt spécialisés dans la réhabilitation en site occupé des logements sociaux. On travaille beaucoup avec 3F. Et nous, lorsqu'on fait nos diagnostics et notre phase conception, on étudie très souvent le hors-site parce qu'on se rend justement compte que c'est des chantiers beaucoup plus rapides, c'est des chantiers avec beaucoup moins de nuisances. Mais les programmes des bailleurs, la plupart du temps, sont faits en amont, avec des budgets qui sont votés, qui sont réalisés principalement avec des interventions de base. Et donc, quand on arrive avec nos solutions de hors-site qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus chères, on n'arrive pas forcément à valoriser ce temps de chantier ou ces nuisances qui sont beaucoup moindres. Donc, est-ce que, par exemple, dans la conception-réalisation, on arrive beaucoup plus simplement à gérer tout ça dans une offre financière, mais dans une réhabilitation courante, est-ce qu'on arrive
à défendre et comment on arrive à défendre auprès d'une maîtrise d'ouvrage cette solution-là pour pouvoir valoriser tout ce qui est à valoriser alors que la solution finale sera quand même plus chère. En conception-réalisation, en fait, l'avantage, c'est que le projet, il est lancé pour. Donc, ça permet en tant qu'architecte de ne pas avoir à se battre pour quelque chose qui est déjà acquis. Oui, après, c'est sûr que de la nature de notre profession, on a un devoir de conseil. Donc, si on estime qu'un bâtiment il est réalisable en hors-site pour telle et telle contrainte dont Mirko citait la liste à l'instant, on peut essayer de promouvoir ça pour le bien-être des habitants ou pour simplement... ou pour la rénovation des écoles, par exemple, il y a des contraintes très fortes, souvent. On doit intervenir l'été pour pouvoir réouvrir une école. Peut-être que le hors-site, il peut aussi intervenir à cet endroit-là. Le projet d'université que je vous ai montré tout à l'heure, là aussi, on avait des contraintes de temps, des contraintes de site occupé, et le hors-site nous a permis d'intervenir dans des conditions acceptables pour les étudiants et pour les professeurs. Voilà, je pense qu'il y a énormément de paramètres qu'il faut regarder à la fois en tant que maître d'ouvrage, en tant que maîtrise d'œuvre, peser le pour le contre. C'est sûr qu'aujourd'hui le prix, ça se discute pas forcément. Donc, et puis c'est pas à nous de le faire. Y a-t-il d'autres questions? On a le temps pour une dernière question ou alors pour... Micro-remarque en attendant la prochaine question. J'ai un maître d'ouvrage qui m'a dit en rigolant, les projets hors site, certes, je les signe plus cher, mais c'est les seuls qui finissent avec le prix que j'ai signé. Donc effectivement, il y a aussi moins d'inconvenus sur effectivement des travaux supplémentaires qui arrivent. Donc alors, je ne dis pas que ce sera ça comme ça à chaque opération, mais effectivement, il y a des fois, ça peut aussi apporter un élément d'intérêt de ce point. Donc c'est vrai que la question du coût est centrale dans toutes les tables rondes qu'on a eues aujourd'hui. Il y avait un peu la même chose ce matin avec l'assistance à maîtrise d'usage qui représente un surcoût quand on réfléchit seulement à la mission qu'on va passer. Effectivement, il faut payer cette assistance. Mais en même temps, on manque peut-être de vision sur les bénéfices. Vous avez pu aborder cela dans la table ronde. Les bénéfices en termes de santé pour les ouvriers. C'est un avantage de coûts de santé publique qui sont bien meilleurs. Et donc si on réfléchit, si on dézoome finalement, il y a aussi des avantages, typiquement on parlait de rénovation en site occupé, c'est le sujet d'aujourd'hui. Éviter de reloger des personnes, ça aussi, ça a un coût donc, de déménager, de créer de la vacance pour derrière reloger si c'est des opérations de tiroir. En fait, il faudrait peut-être avoir plus d'éléments chiffrés et une étude d'impact plus globale sur les coûts évités grâce au hors-site, grâce à l'assistance à maîtrise d'usage en termes d'appropriation des équipements énergétiques. Enfin, c'est peut-être ces éléments-là qui nous manquent pour derrière... réussir à passer à l'échelle sur ces différentes techniques, ces différentes avancées, donc à la fois l'assistance à maîtrise d'usage, le hors-site, la surélévation, etc. Pour votre information, sur le hors-site, il y a une étude justement de mesure des impacts qui a été lancée par l'ADEME, qui devrait être publiée cet été ou en début septembre, où essayer de se renseigner sur le neuf comme sur effectivement la rénovation, quelles pouvaient être en tout cas les premières observations de ces gains carbone, voilà, enfin, sur un certain nombre de sujets. Et je pense qu'effectivement, comme vous soulevez, c'est un point clé d'arriver à documenter les co-bénéfices, parce que c'est peut-être effectivement l'existence de ces co-bénéfices qui permettront effectivement des transferts de budget peut-être public et de boucler des bilans d'opération. C'est ce qui se passe avec des dynamiques aussi comme les contrats d'impact sociaux. Comment je monétise des co-bénéfices ou des économies à une certaine administration de gains d'autres sujets. On voit par exemple des opérations quand on utilise du chanvre en isolation, l'agence de l'eau finance, parce qu'effectivement, il n'y a rien de mieux pour le cycle de l'eau. Bon, c'est vrai que ce n'est pas commun pour un maître d'ouvrage de solliciter l'agence de l'eau pour financer ses opérations sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la sobriété hydrique. Et pourtant, donc effectivement, c'est peut-être des choses où ces documentations de co-impact peuvent demain amener des financements nouveaux d'opérations pour arriver à des bilans équilibrés, mais avec des façons différentes de le faire. Dernière question. Bonjour, Pierre-André de l'agence Valin Architecte. J'avais une question qui
qui peut être vu sur deux aspects. Pour atteindre le passif, c'est-à-dire se passer de chauffage ou de rafraîchissement, qui serait plutôt vertueux dans ce qu'on recherche à faire pour arrêter d'impacter l'aggravation du changement climatique. Est-ce qu'il y a un rapport avec le hors-site ou pas hors-site? Est-ce que le hors-site se prêterait plus à l'impact financier de rajouter de la performance serait moins coûteux qu'en site propre, dans le sens où manutention ou je ne sais quoi, parce qu'on est hors site, on est systématiquement mécanisé pour amener des éléments et peut-être pas forcément en construction sur site. Et puis, est-ce que c'est l'autre partie de la question, qui pour le coup pas trop grand-chose à voir, mais est-ce que c'est souvent une demande des maîtres d'ouvrage dans le cahier des charges que d'obtenir le passif, c'est-à-dire de se passer de système de chauffage ou rafraîchissement? Je vais juste commencer, après je te laisse terminer, parce que la partie technique, peut-être qu'elle est mieux. Leur site n'est pas bon pour le chaud. C'est bon que pour le froid. C'est-à-dire on sait bien isoler, mais on peut bien isoler pour l'hiver. Et on a de moins en moins besoin, visiblement. C'est plutôt le confort d'été aujourd'hui qu'on a besoin aussi d'améliorer dans le patrimoine dont on parle ici. Et avec leur site, pour l'instant, on ne s'est pas trop posé la question. Et c'est une ouverture justement à la question des industriels, de venir à diversifier les produits. Parce qu'on peut bien le faire, par exemple, quand on a une façade de béton et on colle en isolant devant. C'était le cas de Thiers. Mais par exemple, j'ai d'autres opérations dans lesquelles j'ai des petits panneaux sandwich synthétiques sur une ossature béton poteau-poutre, ou poteau dalle-poutre, par exemple, enfin dalle-poteau, pardon, où il y a des tout petits sandwichs de 10 cm qui ne volent rien, que je ne peux pas remplacer juste avec un panneau biosourcé, hors site. Parce qu'il n'y a pas assez d'inertie dans le bâtiment pour pouvoir pallier à ce problème. Donc le passif, aujourd'hui, ne le demande plus personne, parce que c'est un label qui était bon quand il faisait froid, quoi. Mais là, il ne fait pas froid. Donc en fait, on a besoin de trouver plutôt comment ventiler les façades pour qu'ils puissent être bioclimatiques, ventiler le logement de plus en plus et avoir des protections solaires extérieures. Après, je ne sais pas aujourd'hui dans les fabricants s'il existe des panneaux qui ont des performances d'été meilleures que ce qu'on connaît. Je vois jusqu'à maintenant plus de développement du passif dans le neuf que dans l'AREA. Et pour le coup, il y a des opérations qui se font en bois, en passif, avec des solutions hors site. Donc après, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Ça peut être pratiqué jusqu'à maintenant. Je vois globalement peu, en tout cas, de maîtres d'ouvrage aller chercher la certification passive en réhabilitation, hors site ou pas hors site. Mais donc, je pense qu'effectivement, je ne vois pas d'incompatibilité technique. Après, il faudra voir de façon large, mais c'est vrai que ça a peu été mené à ce jour, à ma connaissance. En confort d'été, je pense que tu es bien au courant, les isolants denses, donc la paille par exemple, qui est beaucoup plus dense, ou la laine de bois, fonctionne assez bien en termes de... Enfin, il y a plus de déphasage. Et je sais que le Sarcopaille, ils n'ont pas rallumé le chauffage, donc c'est facile, avec 22 cm de paille. 22, ce n'est pas le plus qu'on peut avoir. Et ils ont 10 degrés d'écart, parce qu'en fait, on l'a livré juste avant. Il y a eu une canicule en été 2025, c'est ça. Et ils avaient 10 degrés de moins par rapport à l'extérieur. Enfin, il y a des gens qui sont arrivés et qui ont dit « Mais vous avez mis la clim ?» On va s'arrêter là. Merci aux intervenants et aux intervenantes. Et on clôture la table ronde. Merci. Merci beaucoup à vous tous.